Waouh, regarde ça. Magnifique. L'enquête sur l'assassinat de Charlie Kirk s'accélère. Le directeur du FBI dévoile de nouveaux éléments sur leur découverte, tandis que famille et amis rendent un dernier hommage à Charlie Kirk. J'ai vu la blessure qui a mis fin à sa vie. Je vais partager le commentaire d'Erika Kirk qui a bouleversé le monde et passé en revue les dernières informations sur l'affaire. Bienvenue sur Crime Fix. Je suis Angelette Lévy. Tyler Robinson est accusé du meurtre de Charlie Kirk et détenu sans caution dans le comté d'Utah. Mais ce n'est pas parce que Robinson est inculpé en tant que tireur que l'enquête est terminée. Loin de là. Alors que les amis, les soutiens et la famille de Charlie Kirk rendaient hommage à sa vie dimanche, le directeur du FBI, Kash Patel, a publié un message sur X concernant ce que le FBI enquête. J'y reviendrai dans quelques minutes. Le procureur du comté affirme que Robinson, âgé de 22 ans, a avoué avoir assassiné Charlie Kirk avec le fusil 36 de son grand-père. Mais des questions subsistent quant à la manière et aux raisons pour lesquelles Robinson a pris la décision d'ôter la vie à Charlie Kirk. Pourquoi un ancien élève brillant, boursier, issu d'une famille conservatrice, a-t-il voulu tuer un militant conservateur populaire qu'il accusait de propager la haine? Le procureur Jeff Gray indique que Robinson vivait avec un colocataire en transition vers une femme, formant un couple. Sa mère a aussi dit aux enquêteurs que son fils s'était récemment tourné politiquement vers la gauche. La mère de Robinson a expliqué qu'au cours de l'année écoulée, Robinson était devenu plus politisé et avait commencé à pencher davantage à gauche, devenant plus favorable aux droits des personnes homosexuelles et transgenres. Elle a déclaré que Robinson avait commencé à sortir avec son colocataire, un homme biologique en transition de genre. Cela a entraîné plusieurs discussions avec des membres de la famille, mais surtout entre Robinson et son père, qui ont des opinions politiques très différentes. Lors d'une conversation avant la fusillade, Robinson a mentionné que Charlie Kirk organiserait un événement à l'UVU, ce à quoi Robert Robinson a répondu que c'était un lieu stupide pour cet événement. Robinson a accusé Kirk de répandre la haine. Maintenant, Gray a lu des messages dans lesquels il a dit que Robinson avait avoué à sa partenaire et colocataire avoir assassiné Charlie Kirk. Le 10 septembre 2025, la colocataire a reçu un message de Robinson qui disait « Laisse tout tomber, regarde sous mon clavier ». La colocataire a trouvé sous le clavier un mot disant « J'ai l'opportunité d'éliminer Charlie Kirk et je vais la saisir ». La police a découvert une photo de ce mot. L'échange suivant, un échange de textos, a alors eu lieu. Après avoir lu le mot, le colocataire a répondu « Quoi? Tu plaisantes, non? » Robinson, je vais toujours bien, mon amour, mais je suis coincé à Orham encore un petit moment. Ça ne devrait plus être long avant que je puisse rentrer à la maison, mais je dois encore récupérer mon fusil. Honnêtement, j'espérais garder ce secret jusqu'à ma mort. Je suis désolé de t'impliquer là-dedans. Colocataire, ce n'est pas toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Robinson, c'est moi, je suis désolé. Colocataire, je pensais qu'ils l'avaient arrêté. Robinson, non, ils ont capturé un vieil homme fou, puis interrogé une personne habillée pareil. J'avais prévu de récupérer mon fusil à mon point de dépôt peu après, mais la plupart de ce côté de la ville a été bouclée. C'est calme, presque assez pour sortir, mais il y a un véhicule qui traîne encore. Colocataire, pourquoi? Robinson, pourquoi j'ai fait ça? Colocataire, ouais. Robinson, j'en avais assez de sa haine. Certaines haines sont impossibles à négocier. Si j'arrive à prendre mon fusil sans être vu, je n'aurai laissé aucune preuve. Les messages textes, c'est une véritable confession. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a des groupes distincts d'entre eux dans les informations déposées par l'avocat du comté. Lors de la dernière série connue, la procureure Gray a déclaré que Robinson avait demandé à son partenaire de ne pas parler à la police s'il était approché. Colocataire, depuis combien de temps tu prépares ça? Robinson, un peu plus d'une semaine, je crois. Je peux m'en approcher, mais il y a une voiture de police garée juste à côté.
Je crois qu'ils ont déjà fouillé ici, mais je préfère ne pas risquer. Robinson encore. Je regrette de ne pas avoir fait demi-tour pour le récupérer dès mon arrivée au véhicule. Je m'inquiète de ce que mon vieux ferait si je ne ramenais pas le fusil de grand-père. Je ne sais même pas s'il avait un numéro de série, mais il ne serait pas relié à moi. Ce qui m'inquiète, ce sont les empreintes. J'ai dû le laisser dans un buisson, là où j'ai changé de vêtements. Je n'avais ni la possibilité ni le temps de l'emporter avec moi. Je vais peut-être devoir l'abandonner et espérer qu'il ne trouve pas d'empreinte. Comment diable vais-je expliquer à mon vieux que je l'ai perdu? La seule chose que j'ai laissée, c'est le fusil enveloppé dans une serviette. Tu te souviens comment il gravait des balles? Le F dans les messages, c'est surtout un gros mème. Si je vois « Remarque la bosse UVU » sur Fox News, je pourrais faire une attaque. D'accord, je dois m'arrêter ici. C'est vraiment trop nul. À en juger par aujourd'hui, je dirais que le fusil de papy fait très bien l'affaire, je ne sais pas. Je pense que c'était une lunette à 2000 $. Clin d'œil, clin d'œil. Robinson encore, supprime cet échange. Encore une fois, Robinson, mon père veut des photos du fusil. Il dit que grand-père veut savoir qui possède quoi. Les fédéraux ont publié une photo du fusil et il est vraiment unique. Il m'appelle RN, je ne réponds pas. Robinson, depuis que Trump est arrivé au pouvoir, mon père est devenu un fervent partisan de Make America Great Again. Robinson, je vais me rendre de mon plein gré. Un de mes voisins ici est adjoint du shérif. Encore une fois, tu es la seule personne qui m'inquiète, mon amour. Ça vient de Robinson, colocataire. Je suis bien plus inquiet pour toi. Robinson, ne parle pas aux médias, s'il te plaît. N'accorde aucune interview et ne fais aucun commentaire. Si la police te pose des questions, demande un avocat et reste silencieux. À ce jour, le procureur et le FBI considèrent la colocataire, dont l'identité reste confidentielle, comme témoin coopérant. Mais à la suite du meurtre de Charlie Kirk, plusieurs théories du complot ont circulé sur les réseaux sociaux, certaines suggérant que des hommes sur place faisaient des signes de la main au tireur. L'homme en blanc que vous avez vu est le docteur Frank Turek, mentor de Charlie Kirk, qui a également pris la parole à ses funérailles. J'ai lancé un appel vidéo avec ma femme et lui ai montré quelque chose d'incroyable. Ensuite, j'ai commencé à faire un appel vidéo avec mon fils et ma belle-fille pendant que Charlie s'asseyait et commençait à poser des questions. C'est là que vous avez peut-être vu une théorie du complot sur Internet. L'homme au chapeau blanc donnait des signaux au tireur. Oui, l'homme au chapeau blanc, c'était moi. J'ai fait ça avec mon chapeau. J'ai peut-être touché mon nez en tenant mon téléphone car j'étais en FaceTime avec mon fils et ma belle-fille. Turek a ensuite précisé que l'homme en noir vu était le chef de la sécurité de Charlie Kirk. Il y a également eu des spéculations selon lesquelles un jet privé qui a quitté un aéroport après que Kirk a été abattu serait d'une certaine manière impliqué dans son meurtre. Derek Maxfield, présent sur ce vol, a indiqué sur Instagram qu'il s'agissait de l'avion de son entreprise. Maxfield a écrit « Toute suggestion selon laquelle les vols du N88KG d'hier seraient en quelque sorte liés à la fusillade tragique de M. Kirk est inexacte, fausse et sans aucun fondement crédible de quelque nature que ce soit. » Donc, hier, alors que les amis, la famille, les soutiens de Charlie Kirk et même le président et la vice-présidente des États-Unis rendaient hommage à Charlie Kirk, la directrice du FBI, Kash Patel, a publié sur X que toutes les possibilités sont en cours d'investigation. Regardez, Patel a écrit « En tant que directrice du FBI, je m'engage à garantir que l'enquête sur l'assassinat de Charlie Kirk soit approfondie et exhaustive, en poursuivant chaque piste jusqu'à sa conclusion. » Tout le poids des agences de maintien de l'ordre américaines suit activement les preuves qui ont émergé, mais nos efforts vont au-delà des premières découvertes. Nous examinons chaque facette de l'assassinat. Nous enquêtons méticuleusement sur toutes les théories et questions, y compris l'endroit d'où le tir a été effectué, la possibilité de complices, le message texte de confession que je viens de vous lire, ainsi que les conversations associées, les discussions sur Discord, l'angle du tir et l'impact de la balle, la manière dont l'arme a été transportée,
les gestes de la main observés comme signaux potentiels près de Charlie au moment de son assassinat, ainsi que les visiteurs au domicile du tireur présumé dans les heures et les jours précédant le 10 septembre 2025. Certains détails sont connus, mais d'autres restent à investiguer pour s'assurer que toutes les options sont envisagées. Notre priorité est de mener l'enquête à terme et de rendre justice pour préserver son intégrité et celle des poursuites à venir. Nous ne pouvons pas divulguer toutes les informations dont nous disposons au public pour le moment. Nous veillerons à aborder chaque question au moment opportun. Concernant les détails spécifiques, comme les questions sur l'avion qui aurait prétendument éteint son transpondeur après avoir décollé d'un aéroport près du lieu de l'assassinat, nous pourrons partager des mises à jour lorsque les réponses seront confirmées. Après avoir parlé avec la pilote et consulté la FAA, nous avons conclu que le transpondeur était resté allumé. Des données de vol incomplètes en zone rurale ont causé l'écart. Le FBI pleure la perte de Charlie Kirk et poursuivra la justice sans relâche. Et notre enquête sur cet assassinat se poursuivra jusqu'à ce que chaque question trouve une réponse. Maintenant, c'est très intéressant parce qu'il plonge dans ses théories du complot. Patel a témoigné devant le Congrès la semaine dernière et il a dit ceci à propos de Discord, la plateforme de messagerie, dont le porte-parole a déclaré que Tyler Robinson n'avait pas planifié le crime sur le site, mais l'avait admis après coup sur cette plateforme. Des rapports ont suggéré que le FBI enquête sur un réseau plus large de groupes qui auraient pu avoir connaissance des plans du tireur. Pouvez-vous préciser ce point en complément de vos déclarations publiques? Comment le FBI recherche-t-il d'éventuels complices ou personnes informées ou ayant encouragé le tireur? Y a-t-il des nouveautés à ce sujet? Donc, en ce qui concerne notre approche en matière d'interrogatoire, nous contactons immédiatement la famille et la communauté. Nous avons mené ces enquêtes et interrogatoires avec les forces de l'ordre local et continuons, car ceux proches du suspect sont sûrement ceux qu'ils connaissent le mieux, ainsi que ses croyances et idéologies. En plus de cela, malheureusement, il a été divulgué qu'il y avait une discussion sur Discord. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un salon de discussion en ligne pour les jeux vidéo auquel le suspect participait. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons déjà engagé une sorte de procédure légale, pas seulement sur Discord, afin que les informations que nous avons recueillies soient conservées et maintenues dans une posture probante que nous pourrions utiliser lors de poursuites si cela devait être décidé. Nous enquêterons aussi sur toute personne impliquée dans ce salon Discord. D'accord, je constate dans les rapports publics que jusqu'à 20 utilisateurs supplémentaires étaient sur le fil Discord. On a duré de curiosité de vérifier tout cela pour voir si c'est exact. Qui d'autre aurait pu être sur ce fil de discussion et qu'est-ce qu'ils auraient pu savoir? Est-ce que c'est juste de le dire? C'est bien plus que ça et nous sommes en train de tout vérifier. C'est bien plus que 20? Oui, monsieur. Et vous gérez tout ça en même temps? Chacun d'entre eux. Erika Kirk, veuve de Charlie Kirk et actuelle président-directeur général de Turning Point États-Unis d'Amérique, l'organisation fondée par Kirk à 18 ans, a pris la parole à la cérémonie pour évoquer la perte de son mari. L'après-midi du 10 septembre, je suis arrivée dans un hôpital de l'Utah pour faire l'impensable, regarder directement le corps assassiné de mon mari. J'ai vu la blessure qui a mis fin à sa vie. J'ai ressenti tout ce que l'on pourrait s'attendre à ressentir. J'ai ressenti un choc. J'ai ressenti de l'horreur. Et un niveau de chagrin que je ne savais même pas exister. Maintenant, Erika Kirk dit que les médecins lui ont dit à l'hôpital que Charlie Kirk n'a pas souffert. Et de sa part, la femme qui pleure la perte de son mari et qui doit élever seule 2 jeunes enfants sans leur père, elle a offert à son présumé meurtrier des paroles de grâce. Écoutez ceci. Ce jeune homme sur la croix, notre Sauveur a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cet homme, ce jeune homme, je lui pardonne.
Je veux faire venir Mark Weaver. C'est un procureur qui exerce dans l'Ohio, mais il a aussi poursuivi des affaires de peine de mort. Mark, j'aimerais avoir ton avis sur le tweet de Kash Patel. Il envoie ça pendant la cérémonie commémorative de Charlie Kirk et dit que l'enquête n'est pas terminée. Les enquêtes sont sur tout. Le lieu de la fusillade, l'angle, la trajectoire, bien sûr, tout cela fera partie du dossier, la possibilité de complice et l'aveu par message texte. L'aveu par message texte entre Tyler Robinson et le colocataire, c'est assez intéressant. Je veux dire, ça m'a vraiment marqué et ça a éveillé ma curiosité en regardant ça parce que, d'abord, ce n'est pas du tout comme ça que des jeunes de 22 ans parlent. Et puis, c'est aussi étrange de tout déballer comme ça à quelqu'un qui est ton partenaire amoureux par texto et que le colocataire ne décroche même pas le téléphone pour dire « Mais qu'est-ce que tu viens de dire? » Cette génération fait plus de choses par texto qu'au téléphone, on le sait. C'est certainement un échange bizarre, une relation bizarre et une action étrange qui a fini par un assassinat public. Je pense que ce que fait ici le directeur du FBI, c'est comprendre que les assassinats politiques en Amérique ont une histoire de théorie du complot, avec des gens qui pensent que toutes les pistes n'ont pas été suivies ou que certaines preuves ont été cachées ou qu'il y avait un grand complot derrière tout ça qui n'a jamais été révélé. Donc le directeur du FBI veut que les gens sachent qu'ils prennent cette affaire très au sérieux. Maintenant, ce ne seront pas les procureurs fédéraux qui mèneront l'affaire, ce seront les procureurs de l'État. Et dans les affaires de peine de mort, comme vous l'avez mentionné, j'ai travaillé sur ce genre de dossier. Les jurés doivent d'abord rendre un verdict unanime de culpabilité, puis décider à l'unanimité lors d'une audience séparée d'appliquer la peine de mort. Et donc, en écartant toute théorie du complot possible, le directeur du FBI renforce en réalité la capacité de l'accusation à obtenir la peine de mort à l'unanimité, à la fois en déclarant ce tireur coupable et en recommandant la peine de mort. Et bien sûr, le FBI aide le département de la sécurité publique de l'Utah ainsi que les procureurs de l'Utah dans cette affaire. Ils n'ont pas écarté la possibilité de porter des accusations fédérales. Ils pourraient toujours le faire, mais il semble que pourquoi le feriez-vous si le dossier de l'État est solide et qu'ils peuvent obtenir condamnation? C'est vrai, Charlie Kirk n'était pas un fonctionnaire fédéral. Pour que les procureurs fédéraux interviennent, il faut une base selon le droit fédéral, car la plupart des crimes relèvent du droit de l'État. Parfois, les procureurs examinent le jury potentiel, le groupe de jurés respectifs, et voient lequel pourrait être plus ouvert à la peine de mort. Et lorsqu'on est dans un district fédéral, on sélectionne des jurés dans un bassin plus large, avec plus de personnes. Cela peut parfois influencer la décision de poursuivre la peine de mort dans une affaire d'État limitée au comté du crime ou fédérale concernant tout le district. Je voudrais maintenant parler des discussions sur Discord. Il y avait une discussion de groupe sur Discord avec plus de 20 personnes. C'est ce que Kash Patel a dit au comité judiciaire la semaine dernière. Et nous savons que le colocataire en faisait partie. J'ai parlé à Discord. Discord m'a essentiellement dit que Tyler Robinson n'avait pas planifié cela sur Discord, qu'il n'en avait pas parlé avant les faits, mais seulement après, quand il a dit à ses amis qu'il allait se rendre. Le colocataire aurait parlé à quelqu'un d'autre de ce que Tyler Robinson lui avait dit. Mais nous ne savons pas vraiment à qui d'autre Tyler Robinson aurait pu parler sur Discord. Kash Patel a dit qu'ils poursuivent plus de 20 personnes. Alors, est-ce que Tyler Robinson aurait pu être radicalisé sur Discord ou d'autres plateformes de réseaux sociaux? Parce qu'on a un jeune homme de 22 ans, un jeune adulte, qui venait d'une famille conservatrice. Sa mère a déclaré aux forces de l'ordre qu'au cours de la dernière année, il avait évolué politiquement à gauche et soutenait davantage les droits des homosexuels et des personnes trans. Et elle laisse entendre qu'il y avait eu, vous savez, un vrai changement dans son attitude et son idéologie. Ouais, depuis des siècles, les mères disent à leurs fils « Je crois que tu fréquentes de mauvaises personnes ». Et jusqu'à il y a environ 30 ans, les mères pouvaient le voir physiquement avec qui leur fils traînait. Aujourd'hui, avec des choses comme Discord et Internet, les mères n'ont aucune idée de qui leur fils fréquente pendant qu'ils jouent ou discutent en ligne.
Il est donc possible que le fait d'être exposé à des personnes du monde entier partageant les opinions déséquilibrées et troublantes de ce tireur l'ait radicalisé, ce qui n'aurait sans doute pas été possible s'il s'était simplement promené dans sa rue à la recherche de quelqu'un de similaire. Il a également parlé, comme l'a fait Kash Patel dans ce tweet, de l'enquête sur la façon dont l'arme a été transportée, des gestes de la main observés comme des signaux potentiels au moment où Charlie Kirk a été touché. Nous savons que l'un d'eux venait de l'un des mentors de Charlie Kirk, Frank Turek. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des personnes semblant agir ainsi. Nous ignorons la signification, mais il dit « Nous enquêtons sur tout ». Penses-tu que c'est parce qu'ils ne veulent pas que des théories du complot circulent ou simplement parce qu'ils cherchent à savoir si quelqu'un d'autre était impliqué dans cette affaire? Je pense que c'est une bonne chose de suivre toutes les pistes et de rendre l'information publique. La transparence engendre la crédibilité. Comme tu l'as dit, l'homme au chapeau blanc est Frank Turek, apologiste chrétien reconnu et proche de Charlie. Il a déjà déclaré publiquement qu'il était en FaceTime avec son fils et sa belle-fille à ce moment précis parce qu'il voulait leur montrer à quel point la foule était folle. Nous avons tellement de monde ici, c'est excitant. Il avait déjà fait un FaceTime avec sa femme et maintenant il était en FaceTime avec son fils. L'homme au chapeau blanc avec le téléphone n'est donc pas un signal. C'est un père qui partage avec son fils un moment excitant parce que son fils était un fan de Charlie Kirk. La vidéo de l'homme en chemise noire qui faisait partie de la sécurité le montre simplement en train de bouger les bras et de se gratter ou de toucher son bras. Ça dure environ 1 seconde. Et nous savons tous qu'une seconde de vidéo peut être tellement trompeuse. Ça pourrait être n'importe quoi. L'idée qu'il devait y avoir un signal contredit le fait que le tireur avait une lunette, une cible dégagée et pouvait tirer à tout moment où il le souhaitait. Il n'y a pas besoin de signal parce que le tireur avait une cible dégagée. Qu'est-ce que ton instinct de procureur te dit? Je veux dire, tu as accès aux informations que nous avons publiquement, celles déposées par la procureure. Penses-tu qu'il y avait potentiellement d'autres personnes impliquées ou est-ce que tu trouves qu'il est encore trop tôt pour le dire? Trop tôt pour le dire, mais j'étais plus préoccupé et ai écarté l'idée de signaux. J'espère que le FBI publiera toutes les informations qui montrent que c'est ridicule. J'étais inquiet car des discussions dans certains salons trans évoquaient un danger pour Charlie à son arrivée à l'université, laissant craindre un grave incident. Peut-être que cette prédiction se produisait à chaque visite universitaire, ce qui l'expliquerait. Mais le fait que quelqu'un ait visé aussi juste, cela mérite une visite des enquêteurs fédéraux et d'autres enquêteurs, et quelqu'un devrait avoir à expliquer ce qui les a amenés à penser cela. En tant que procureur, je veux que mes détectives et enquêteurs effectuent un travail très détaillé avant de présenter l'affaire au grand jury ou au tribunal. Et tu as raison, il y avait quelques tweets et d'autres choses, des publications qui circulent un peu partout. J'ai des captures d'écran où ils disent « Tu sais, Charlie, quelque chose de grave va arriver à Charlie Kirk le 10 septembre. » Et ça, c'était la veille. Et ils disaient « Charlie Kirk mort à 31 ans », des choses de ce genre. C'est vraiment inquiétant, tout ça. Et dans certains cas, c'était plusieurs jours avant l'événement. Donc, ça te fait vraiment te demander ce qui se passait là-bas. Oui, quand quelqu'un est controversé, et c'est triste qu'une personne qui parle des principes fondamentaux de la foi chrétienne et des notions de base de la citoyenneté américaine de manière très civilisée soit considérée comme controversée, mais c'est l'époque dans laquelle nous vivons. Quand quelqu'un est aussi controversé, d'autres personnes se rassemblent et essaient de trouver un moyen de le faire taire. Ils pensaient pouvoir faire taire le message, du moins selon le tireur. Et d'autres qui étaient contents de cela ou qui en parlaient, peut-être avec le tireur, étaient peut-être en train de comploter. Et s'ils l'ont fait, alors des poursuites sont appropriées. Mais en tant que procureur, je vis dans un monde de preuves. Je ne veux pas faire d'affirmations que je ne peux pas prouver. Et c'est à cela que sert l'enquête. Erika Kirk a déclaré au New York Times, malgré que le parquet ait déjà précisé qu'il s'agit d'une affaire passible de la peine de mort. Nous poursuivons la peine de mort. Elle a refusé de participer à cette décision. Elle ne voulait pas donner son avis là-dessus parce qu'elle ne veut pas prendre cette décision. Elle ne veut pas avoir le sang de cette personne sur les mains. Dans quelle mesure les souhaits de quelqu'un comme Erika Kirk sont-ils pris en compte par un procureur?
je veux dire, c'est ça ce qu'elle dit. Mais au final, elle leur laisse la décision. Donc, en tant que procureur, tu sais que l'avocate de la défense va revenir et dire, tu sais, à ce stade, ils vont essayer de faire rejeter toutes les preuves, bien sûr, mais ils vont aussi essayer de lui sauver la vie. Ce sera leur objectif final dans une affaire capitale. Ils vont essayer de faire annuler la peine de mort. Tu avances avec ça? Aucun accord, quoi qu'il arrive. Eh bien, la question de ce que veulent les familles a été un sujet majeur dans l'affaire des meurtres de la Idaho 4, que tu as couverte probablement mieux que n'importe quel autre journaliste. Et toi et moi en avons discuté de nombreuses fois sur cette antenne. En tant que procureur dans des affaires de peine de mort, quand je rencontre des familles ayant perdu un proche, je veux qu'elles expriment leurs souhaits et les écouter. Mais je dois toujours leur rappeler que les accusations sont portées par l'État. Les procureurs ne représentent pas d'individus. Les procureurs représentent tous. Et les procureurs doivent prendre la meilleure décision pour tout le monde. Donc, je pense qu'il était très sage de la part d'Erika de laisser cette décision aux procureurs, car c'est leur responsabilité. Et même si je veux entendre ce que dit la famille de la victime, je ne peux pas m'y limiter. Eh bien, nous allons suivre cela de près. Nous avons hâte de savoir qui va représenter ce type, Tyler Robinson. Merci, Mark Weaver, pour votre temps. Je vous suis reconnaissante. Tyler Robinson est détenu sans caution à la prison du comté d'Utah et retournera au tribunal la semaine prochaine. Lors de sa première comparution devant le tribunal la semaine dernière, il n'a parlé que lorsqu'on lui a demandé de dire son nom et il a montré peu, voire aucune émotion. Pendant ce temps, la tournée American Comeback de Turning Point États-Unis d'Amérique continue. Lundi soir, la tournée se rendra à l'Université du Minnesota Twin Cities pour un rassemblement sur ce campus universitaire. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Anginette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.